Bonjour à tous, donc je vais prendre la parole pour l'introduction de cette journée et la conférence de Monsieur Bissonnette. Alors je vais commencer par une petite question, une petite mise en jambe, en vous demandant, selon vous, le lien qui peut exister entre ces différentes images. Alors je vous laisse quelques secondes de réflexion, on ne donnera pas forcément la parole à chacun. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Je peux interroger, je connais des noms. Fabienne ? Voilà, je vais pas aller jusque-là. Donc, simple mise en jambe pour dire que simplement ce que je vous ai présenté là, non pas que ce soit la recherche la plus valide qui puisse être faite, mais c'est ce que Google Images nous propose lorsqu'on recherche le terme de pédagogue. Alors pourquoi avoir fait cette opération ? Parce que je pense que de manière très large, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'action pédagogique que nous mettons en place de manière directe, indirecte, soit en classe, soit en formation d'enseignants, soit au niveau du pilotage. Alors si on remet ces différentes images en quelque sorte en ordre, on remarque assez classiquement ce que l'on retrouve ici. Ce sont des références aux ouvrages de ou sur des pédagogues, de l'humour et des caricatures sur le pédagogue ici associé à l'enseignant, et des références à l'étymologie même du terme pédagogue. Et la transition que je vais assumer se base sur cette référence étymologique au pédagogue. Alors, vous vous rappelez ce que vous savez certainement déjà, le terme pédagogue est à la base la réunion de deux termes, celui de enfant et direction, conduire. Je ne ferai pas la lecture en grec. Et vous rappelez que le pédagogue, à l'origine, était la personne chargée d'accompagner les enfants à l'école. Et vous rappelez qu'accessoirement, le pédagogue est aussi un esclave. Et je vous laisse méditer sur le caractère peut-être encore actuel de ce statut d'esclave pour le pédagogue. Et vous l'aurez certainement compris, ce détour par l'étymologie me permet d'introduire le thème principal de cette journée, à savoir celui de l'accompagnement, en rappelant que ce terme, ce concept, est finalement à la source et au cœur de cette action pédagogique qui nous réunit aujourd'hui. Alors c'est aussi, outre son caractère étymologique, c'est aussi une thématique particulièrement actuelle. Alors là aussi, c'est uniquement à titre illustratif, il n'y a aucun traitement exhaustif en la matière, mais simplement vous présenter rapidement quelques ouvrages qui, rien que sur 2017 et 2018, se sont très clairement centrés sur la notion d'accompagnement. J'ai gardé la dernière image pour la fin parce qu'elle me fait bien rire, le dernier numéro de Cahier pédagogique, où l'accompagnement en pratique, je pense, était assez bien illustré. Alors dans le cadre d'une journée Pacte, on peut aussi s'intéresser à la question quelle est la place de l'accompagnement au sein du pacte. Et donc on peut très légitimement se poser une question très vague, que dit le pacte, ou une question un peu plus précise, que dit le pacte au sujet de l'accompagnement. Et cette question en appelle une autre que je ne poserai pas non plus de manière individuelle. Qui a lu le pacte et ses 377 pages ? Fabienne ? Ok, donc certaines personnes ont lu le pacte dans son entièreté, et c'est très bien, mais fort heureusement aussi, des synthèses existent et permettent d'avoir différentes entrées synthétiques qui permettent d'avoir une vision globale tout de même de ce que présente le pacte. Alors, je ne vais pas prétendre vous présenter le contenu du pacte maintenant, c'est impossible, et en 15 minutes encore plus. Ce n'est pas l'objet de notre rencontre, mais on s'est dit que peut-être une petite exploration du contenu de ce que dit le pacte pourrait être intéressante. Et ce que je vous propose, c'est une trop rapide analyse du contenu, une analyse lexicale outillée de ce qu'on peut trouver dans le pacte au niveau de l'accompagnement. Alors, j'appellerais ça une tentative d'exploration. Premier type de résultat auquel on peut parvenir, c'est un nuage de mots. Nuage de mots qui est ici maximum. Le plus de mots possibles ont été repris, considérant que ce sont des mots qui sont composés d'au moins 4 lettres. Alors, je peux avouer que c'est joli. Enfin, je ne connais pas votre avis, mais en tout cas, je trouve que c'est joli, mais il faut aussi bien avouer que ce n'est pas nécessairement très lisible et qu'on ne sait pas forcément dégager d'idées maîtresses de ce type de figure.
On peut essayer d'être plus précis et faire le même type d'opération en réduisant le nombre d'informations que l'on souhaite afficher, en se demandant quels sont les 50 mots les plus fréquents dans le pacte. Alors, à nouveau, on a quelque chose de très joli, mais il me semble qu'on est toujours sur quelque chose de relativement illisible, qui finalement ne dit pas grand-chose, sauf à révéler que, fort heureusement, on parle d'enseignement, d'élèves, de pilotage. Et, je vois certains collègues me fusiller du regard, ce n'est pas non plus la démarche la plus scientifique à mettre en œuvre lorsque l'on veut révéler le contenu d'un document. Alors on peut aller plus loin, on peut essayer de se préciser la question, il y en aura peut-être des réponses plus précises. Quelle est la place de l'accompagnement dans ce document? Et là, j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle TROP, qui nous fournit un premier type d'information, alors c'est très quantitatif, qui nous dit que l'accompagnement apparaît 113 fois dans le pacte pour l'enseignement d'excellence. On ne l'abordera pas, vous verrez pourquoi ici, avec cette image-ci, il nous propose une mise en contexte de ce mot. Ça apparaît où et avec quel univers autour dans le document. Mais ça nous permet, dans un premier temps, de dire qu'en tout cas, l'accompagnement peut très certainement être considéré comme une notion centrale, puisqu'elle apparaît 113 fois, ce qui n'est quand même pas négligeable dans un document. Alors on peut aussi dire, ok, peut-être qu'elle apparaît beaucoup de fois, mais qu'il y a un chapitre consacré à l'accompagnement, qu'on parle beaucoup de l'accompagnement à ce niveau-là, et que dans l'ensemble du document, on n'en parle plus. On peut donc se poser la question de savoir, est-ce qu'il s'agit d'une notion plutôt concentrée ou plutôt distribuée dans le document? Alors, pour essayer de répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est d'imaginer que l'on reprenne ces 380 pages du pacte, et qu'on essaie d'en faire une découpe, de faire des ensembles de 30 pages. Donc on va découper en 13 ensembles le pacte pour l'enseignement d'excellence, en se posant la question, dans ces sous-ensembles de 30 pages, qui sont là, si on les remet ensemble, on reforme le pacte, combien de fois dans ces sous-ensembles apparaît le mot accompagnement? Si on retrouve une distribution plus ou moins égale, on peut se dire que la notion d'accompagnement est plutôt bien distribuée. Si on retrouve des parties où l'accompagnement n'apparaît pas, on a plutôt une vision concentrée de la notion d'accompagnement dans certains chapitres. Alors là, à nouveau, des outils nous proposent des réponses. Voilà ce que nous propose TROP quand on lui pose ce type de questions, et ça nous permet d'y répondre. Donc un bâtonnet, c'est les 30 pages, et la hauteur de ce bâtonnet ou le nombre qui figure en dessous nous renseigne sur la fréquence d'apparition du mot accompagnement dans chacun de ces ensembles. Alors ce que l'on peut dire ici en voyant ce type de résultat, c'est que non seulement c'est une information, enfin un terme qui revient souvent, mais en plus elle apparaît souvent dans l'ensemble du document, dans le sens où on retrouve une référence au mot accompagnement dans l'ensemble de ce document. L'accompagnement est central, mais en plus il apparaît à différents endroits, donc tout au long du document, on fait des références à l'accompagnement. Alors on peut très certainement, suite à cette première prise d'information, se poser des questions légitimes du type l'accompagnement de qui, de quoi, l'accompagnement par qui, par quoi. Alors là non plus, je n'ai pas l'ambition de donner une réponse totale et complète à ces questions-là, mais vous montrer qu'on peut aussi générer toute une série de réponses plus ou moins précises à ces questions, en travaillant cette fois-ci avec Anvivo qui propose des synapsies. Alors c'est quoi des synapsies? C'est encadrer un terme clé avec ce qui précède et ce qui suit ce terme, considérant que ça va donner des expressions clés qui vont nous permettre de voir comment le terme accompagnement est utilisé dans le corpus qu'on analyse, ici en l'occurrence le pacte pour l'enseignement d'excellence. Donc voilà l'arbre complet auquel on parvient lorsqu'on se demande, tiens, qu'est-ce qui encadre le terme accompagnement dans le document qui s'appelle Pacte pour l'enseignement d'excellence? Et ça nous permet d'avoir des premiers éléments de réponse aux questions que l'on se pose. Donc par exemple, l'accompagnement de qui, de quoi? J'ai essayé de guider votre lecture, c'est un peu chargé, en soulignant les termes clés. On se rend compte qu'on a des références à un accompagnement aux établissements, un accompagnement au travail collaboratif, un accompagnement d'intégration au moment de l'insertion, mais aussi de la formation continuée, un accompagnement des écoles, un accompagnement des élèves et un accompagnement des enseignants, cet accompagnement étant pédagogique et aussi technopédagogique. On peut également répondre à l'autre type de questions qu'on se posait, un accompagnement par qui, par quoi. Alors aussi, on a des premiers éléments de réponse qui mettent en avant que l'accompagnement sera mis en œuvre par des mentors, des conseillers, des professionnels externes et des experts. Donc comme ça, quelques premiers éléments qui permettent de décortiquer le contenu du pacte vis-à-vis de ce qu'il dit de la notion d'accompagnement. Et dernier type de résultat que je vous présenterai, une analyse complémentaire à celle que je viens de présenter. Alors je vous donne quelques clés de lecture pour comprendre le type de résultat un peu étrange que je vais vous présenter.
un peu une référence au système solaire, vous allez voir apparaître des sphères qui ont une couleur, un volume et qui ont une distance entre elles. Trois éléments. Leur clé de lecture, c'est la couleur et le positionnement, ce qui est plutôt à gauche, ce sont les actants, ceux qui font l'action d'eux, et à droite, ceux qui subissent l'action. Le volume des sphères, au plus une sphère est volumineuse, au plus cela renvoie à une fréquence grande du mot, en l'occurrence dans le document, et la distance entre les sphères, c'est la distance entre ces mots-là dans le texte. Au plus des sphères sont proches, au plus ces mots apparaissent de manière proche dans le texte. Voilà, donc là à nouveau, on a un joli résultat, mais cette fois-ci qui est quand même relativement lisible. Premier constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a une centration très très forte du PAC sur l'accompagnement en priorité des élèves. On voit que ce sont les termes les plus connectés dans le document, mais on voit aussi que l'accompagnement porte fortement aussi sur l'accompagnement de qui? De l'enseignant. On peut se poser la question de qui sont les acteurs principaux de cet accompagnement, et on voit apparaître trois types d'acteurs majeurs. L'institution, qui est ici au sens de TROP, l'école au sens le plus large, la formation est supposée accompagner, et on voit apparaître les PO. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que pour une part, si d'une part l'école et la formation doivent accompagner, l'accompagnement doit aussi porter sur ces mêmes dimensions. Donc on voit que pour une part, certains éléments qui sont supposés mettre en œuvre l'accompagnement doivent aussi bénéficier d'un accompagnement pour leur part. Alors, je vous l'ai dit, c'est une présentation très rapide, qui ne se veut pas exhaustive, et je ne voudrais pas qu'il y ait des déductions trop hâtives qui soient faites de ces quelques résultats vraiment globaux qui sont proposés. Et par exemple, ce qui n'apparaît pas dans mes résultats ne veut pas dire que c'est absent totalement du document. On pourrait se dire, tiens, j'ai très peu parlé des directions, mais parce que peut-être en termes de fréquence, ce n'est pas celles qui apparaissent le plus, notamment parce que, je vous le signale ici, on peut paramétrer les résultats qu'on affiche, et je suis ici sur un paramétrage relativement light pour avoir des choses relativement lisibles à proposer. Donc, mon propos n'est pas de dire, on ne fait pas référence au rôle de la direction dans l'accompagnement. Dans les résultats que je vais vous présenter, qui sont à mon avis les plus lisibles, avec le moins de sphères qui apparaissent, la direction n'apparaît pas, ce qui ne veut pas dire la même chose. Et donc, en conclusion, ce que disent ces résultats, c'est que l'accompagnement est très clairement au cœur du pacte pour enseignement d'excellence, en distinguant de manière assez précise les acteurs qui sont concernés par cet accompagnement et le sur quoi doit porter cet accompagnement. Et si on en fait un listing plus précis et peut-être un peu plus exhaustif, cette perspective est tantôt asymétrique, des enseignants qui accompagnent des élèves, des maîtres de stage, des superviseurs de haute école, d'université qui accompagnent les futurs enseignants, des mentors qui accompagnent les enseignants débutants, et des directions, des conseillers pédagogiques, l'inspection qui accompagne également les enseignants. Cette perspective est également assumée de manière plutôt symétrique, où il y a également l'invitation à un accompagnement plutôt symétrique entre pairs, entre enseignants. Et là, j'irai également relativement rapidement. On avance aussi sur les dimensions sur lesquelles l'accompagnement doit porter, en l'occurrence la gestion des apprentissages et des comportements. Et ce n'est pas pour rien que notre semaine a été composée, structurée comme elle l'a été, puisque 2 conférences ont porté sur ces aspects-là. Ça peut porter aussi sur toute une série d'autres aspects, tels que la planification, la prise en main d'outils technologiques. Il y a également un accompagnement au développement professionnel. Je pense ici à la mise en œuvre d'une formation continue ou au développement des compétences de type réflexive. Et alors, on a aussi une croyance très modérée en la grâce pédagogique, et on considère qu'on ne devient pas naturellement accompagnant et qu'il faut aussi mettre en œuvre un accompagnement à l'accompagnement, et que l'enseignant qui devient maître de stage, l'enseignant qui devient mentor, l'enseignant qui devient ami critique ou compagnon réflexif, le directeur qui devient celui qui accompagne la mise en œuvre d'une formation continuée, celui-là aussi doit être accompagné à mettre en œuvre cet accompagnement-là. Alors, je clôturerai par cette dernière dia avant de passer la parole à ma collègue Marie Boquillon. Le but que l'on poursuivait dans cette journée, outre de proposer un contenu intéressant, est aussi de permettre de réunir toutes les catégories d'acteurs que l'on suppose être concernés par cette thématique, celle de l'accompagnement. Et Marie va vous montrer qu'on est plutôt satisfait puisque on retrouve pas mal d'acteurs différents qui sont présents aujourd'hui dans l'auditoire. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme mon collègue Antoine de Robert Mazur vient de vous le dire, on avait vraiment cette volonté de rassembler aujourd'hui autour de cette thématique de l'accompagnement différentes catégories d'acteurs impliqués dans cette thématique importante. Je me suis amusée ce week-end
sur base des chiffres qu'on avait, c'est-à-dire nos 138 inscrits à l'époque, on est un peu plus aujourd'hui normalement. Je me suis amusée à regarder un petit peu comment ça se répartissait pour voir ce que ça donnait. Et comme vous le voyez, ben, on est assez diversifié aujourd'hui. Donc on a pas mal d'enseignants de haute école, des enseignants et ou chercheurs de l'université, des enseignants de l'enseignement obligatoire, d'autres enseignants promotion sociale ou d'autres institutions, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, des formateurs et chargés de mission IFC, quelques étudiants du master en sciences de l'éducation et du doctorat, et ici une catégorie non négligeable composée de différents types de directions, on va dire direction dans l'enseignement obligatoire, mais aussi direction de haute école, etc., des conseillers au ministère, etc., donc, qui sont repris ici dans cette catégorie. Donc quand on a vu ça, on était plutôt content puisque c'était ce qu'on voulait, c'était rassembler les différentes personnes concernées par cette problématique. Alors, avant de vous présenter le contenu de notre journée, je vais avoir le rôle de vous faire quelques petits rappels organisationnels et je vais pour ça prendre mon petit pense-bête pour être sûre de ne rien oublier. Avant tout, pour les personnes inscrites via l'IFC, n'oubliez pas d'aller signer votre petite feuille de présence parce que apparemment tout le monde ne l'a pas fait. Donc n'hésitez pas à repasser chez notre collègue pour signer ça. On vous a aussi dans le package de documents qu'on vous a fourni ce matin, vous avez tous, que vous soyez inscrits via l'IFC ou via notre service, on vous a tous remis une petite feuille d'évaluation de la journée. Donc on vous encourage fortement à compléter cette petite évaluation pour, d'une part, qu'on puisse nous savoir ce que vous en avez pensé et nous améliorer pour la prochaine fois, et d'autre part, parce qu'on doit le remettre à l'IFC. Vous avez tous reçu aussi un petit badge sur lequel vous avez vos ateliers, si jamais vous ne vous souvenez plus des numéros, parce qu'on va les passer en revue maintenant, il y en a quand même pas mal. Et enfin, pour ce qui est des locaux, vous avez tous reçu un petit plan par rapport à ça, et tout se déroule sur ce bâtiment cet après-midi. La plupart des ateliers ont lieu au 2e étage, si ce n'est celui animé par M. De Sterck, qui aura lieu au rez-de-chaussée à la salle des conseils. Voilà pour les aspects un peu plus organisationnels. Passons tout de suite au contenu de cette journée, et avant ça, on tient vraiment à remercier l'ensemble des intervenants qui vont apparaître à l'écran et qui ont bien voulu venir présenter quelque chose pendant notre journée. Donc, je commence par présenter l'après-midi, donc je ne présente pas dans l'ordre de la journée, pour ensuite céder la parole au professeur Bissonnette. Donc, très rapidement, je ne vais pas passer en revue avec vous le contenu des 7 ateliers, d'autant que vous avez déjà fait votre choix. On a juste fait ici avec mon collègue Antoine, on a un petit peu essayé de regarder par rapport aux clés de lecture qu'il vient de vous donner. On a essayé de regarder quel était l'accompagnant, l'accompagné et le sur quoi porte l'accompagnement dans chacun des 7 ateliers qu'on vous propose. Donc c'est un peu ce qu'on vous propose ici avec ce code couleur. Donc en rose, vous avez en fait la personne accompagnée. En bleu, un terme ou l'autre qui renvoie plutôt à la personne qui accompagne, l'accompagnateur. Et en gras, on vous a mis à chaque fois ce sur quoi, l'objet sur quoi porte l'accompagnement. Ce qui vous permet de voir comme ça sur mes prochaines dias, plus ou moins cette classification à laquelle on a essayé de se faire pour situer un peu chacun par rapport à ces trois axes. Donc le premier atelier vise différentes personnes accompagnées en proposant un modèle commun issu de l'enseignement explicite pour analyser la pratique de ces différentes personnes. Le deuxième atelier, animé par Joachim De Sterck, s'intéressera au mentorat des futurs enseignants en contexte d'insertion professionnelle. Madame Boussena de Namur nous parlera de développement de la réflexivité en groupe et dans un rapport symétrique. Donc on a aussi essayé de positionner les intervenants en fonction du côté symétrique ou asymétrique de ce qu'ils vont vous proposer en lien avec ce qu'Antoine vous a proposé tout à l'heure.
un peu vite. Le 4e atelier proposé par Antoine de Robert-Mazur s'intéressera lui aussi au développement de la réflexivité des futurs enseignants. Cette fois-ci, je vous l'ai dit, avec une perspective asymétrique, donc ça permet vraiment de comparer les dispositifs. Patricia Schilling s'intéressera au développement professionnel et à la manière de combiner réflexivité et efficacité. Donc on a vraiment plusieurs liens entre les différentes interventions d'aujourd'hui. Catherine Van Nieuwen et Stéphane Colognesi s'intéresseront à la fameuse triade maître de stage, superviseur et futur enseignant en contexte de formation initiale. Et enfin, Fabienne Renard proposera un atelier à destination des cadres du système et consacré à l'identification des besoins en formation continue chez les enseignants ici accompagnés. Donc encore merci à tous ces intervenants pour les présentations intéressantes qu'ils nous proposeront cet après-midi. On va se rapprocher tout doucement de ce qui nous occupe ce matin, à savoir la conférence de Steve Bissonnette, donc qu'on remercie encore une fois de passer la semaine avec nous pour ses propos très très intéressants. Donc on est très heureux de l'accueillir cette semaine à l'Université de Mons. Donc Steve Bissonnette est professeur à la TELUC à Québec. Il a occupé beaucoup de fonctions, il a travaillé notamment en centre jeunesse, il a été enseignant, directeur d'école, avant de réaliser une thèse sur l'efficacité des enseignants et des écoles. Donc on est vraiment très content de l'avoir avec nous. J'ai eu l'occasion de l'accompagner dans le cadre du travail qu'il effectue au Québec dans les écoles et je peux vous assurer que le contenu de sa conférence sera vraiment passionnant, tant au niveau du contenu que de la forme, car vous allez voir qu'il s'agit de quelqu'un de passionné. Il a publié de nombreuses choses sur l'efficacité de l'enseignement et des écoles, dont son dernier ouvrage qu'il nous a présenté mardi et à propos duquel je vais revenir un petit instant. Donc, comme Antoine vous l'a dit tout à l'heure, on a vraiment structuré cette semaine autour des 2 grandes fonctions de l'enseignement auxquelles on pense qu'il est vraiment primordial d'accompagner les futurs enseignants et les enseignants, à savoir la gestion de classe et la gestion des apprentissages. Donc on a abordé la gestion de classe mardi soir. Pour les personnes qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous et qui m'ont déjà posé la question, on a filmé cette conférence et elle sera mise prochainement sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la gestion des apprentissages, c'est-à-dire la mise en place des conditions pour permettre aux élèves d'apprendre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, donc les compétences, estimées nécessaires par la société. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, on pense vraiment qu'un accompagnement est nécessaire pour permettre aux enseignants de s'approprier des stratégies efficaces de gestion de classe et de gestion des apprentissages. Cela étant dit, pourquoi avoir fait appel au professeur Bissonnette cette semaine? Pour principalement 2 raisons. À la fois parce que ce qu'il propose, donc toutes les stratégies qu'il va vous proposer aujourd'hui sont basées sur des données probantes, donc sur des recherches rigoureuses. Il vous présentera tout ça bien mieux que moi. Et aussi parce que vous allez le voir, tout ce qu'il va vous proposer va vous sembler extrêmement concret et pragmatique. Et en fait, pourquoi? Il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là, c'est parce que tout ce qu'il vous propose n'est qu'une formalisation, entre guillemets, de pratiques réelles d'enseignants observées dans de vraies classes. Donc ce qu'il vous propose, c'est le fruit du travail de chercheurs qui ont pris le temps de s'asseoir dans des classes et d'observer les enseignants efficaces, donc ceux qui amènent le plus grand nombre d'élèves à la réussite, et les enseignants moins efficaces. Alors, je ne vais plus prendre la parole pendant longtemps. On tient aussi à souligner que, et c'est aussi pour ça qu'on a invité le professeur Bissonnette, que ce qu'il va vous présenter est important. On a eu l'occasion d'en discuter hier, dans le sens où il met vraiment l'accent sur l'effet que l'enseignant a sur l'apprentissage des élèves. Et on n'est pas du tout dans une perspective défaitiste comme on pouvait l'avoir avant, en pensant que tout se joue dans le milieu familial. Il va vraiment vous montrer que l'enseignant a un effet important sur l'apprentissage des élèves.
Et donc, non seulement il va vous montrer ça, et il va vous donner des stratégies pour maximiser cet effet. Je n'en dis pas beaucoup plus, et on espère donc, avec mes collègues de l'organisation, qu'après avoir entendu ces stratégies, tout le monde ici, enseignants et accompagnateurs, repartira avec une bonne dose de bonne humeur et n'aura plus qu'à s'acheter ce petit t-shirt pour retourner en classe avec son super pouvoir d'enseignant. Je cède tout de suite la parole au professeur Bissonnette.